Il est 14 heures. Merci d'être de retour avec nous dans ce forum interactif, un forum digital imaginé, créé par l'équipe de Social Builder que vous avez commencé à découvrir depuis ce matin. Je vous ai promis, si vous étiez déjà avec nous ce matin, une surprise et une dose d'inspiration, un shot d'inspiration, comme disent les Wonder Woman de Social Builder, parce que nous avons une championne avec nous. Donc j'espère vraiment que vous êtes nombreuses derrière votre écran parce que nous ne recevons pas tous les jours une championne olympique. Alors, si vous cherchez l'inspiration, eh bien, nous allons vous en donner. La jeune femme qui est avec nous force l'admiration. Bonjour Chloé Trespech. Bonjour à tous, merci pour cette belle introduction, ça fait plaisir. On est ravis vraiment, Chloé, de vous avoir avec nous. Vous êtes rentrée, je crois, il y a 2 semaines seulement des Jeux Olympiques, c'est ça? Un petit peu plus peut-être? Oui, c'est ça, c'est tout frais. Je suis rentrée il y a 2 semaines des Jeux Olympiques. C'était mes troisièmes Jeux Olympiques. Donc, je partage avec vous ce que j'ai ramené de Pékin, mon souvenir, ce qui a le plus de valeur dans une carrière d'athlète. Donc, voilà, un petit moment avec vous. Une médaille d'argent en snowboard cross. Vous aviez déjà le bronze que vous aviez eu à Sochi, si je ne me trompe pas. Là, l'argent, évidemment, la suite, c'est l'or et on ne doute pas que vous allez le décrocher. Vous êtes finalement la preuve par l'exemple, j'ai envie de dire que la confiance en soi, qui est un de nos 4 super pouvoirs, ça fonctionne et ça fonctionne surtout quand on y croit. Oui, c'est ça. Donc moi, je fais du snowboard cross, pour rappel. Donc c'est du snowboard. On est 4 par 4 dans le même parcours avec des virages relevés, des sauts. Et donc, on a une espèce de confrontation continuelle ensemble et ça fait vraiment partie de la course. Et c'est vrai qu'il faut croire en ses choix déjà dans le parcours concrètement. Quand on a envie de faire quelque chose, il faut le faire pleinement parce que sinon, on passe dans une attitude qui est moins à l'attaque et on se fait dépasser ou alors au contact on est plus fragile et je trouve que ça illustre bien ce qui se passe aussi dans la vie et dans mon projet global de voilà, j'étais passionnée de snow, je me suis lancée dans cette carrière avec les sports-études et c'est vrai que quand on regarde les probabilités de chance d'être médaillé olympique au début de notre projet, bah, c'est quasiment nul. Et pourtant, j'y ai cru. J'ai cru en mon chemin aussi parce que je savais que j'avais peu de chances d'arriver à mes fins. Mais en fait, ce que j'apprécie le plus quasiment dans ma carrière, c'est vraiment le chemin et cet objectif que j'ai tous les jours qui me donne de l'énergie pour m'entraîner bah, intensément tous les jours. Alors, je vais vous arrêter tout de suite. Pourquoi est-ce que vous nous dites je savais que j'avais peu de chance? Parce que la preuve que non, vous y êtes. Vous avez déjà 2 médailles, notamment celle-là en argent que vous ramenez de la plus prestigieuse des compétitions, les Jeux Olympiques. Oui, mais c'est justement pour dire qu'il ne faut pas se fier aux probabilités et il ne faut pas se fier à regarder le chemin et se dire, purée, il n'y a que des obstacles et puis la fin, bah, j'ai 1% de chance d'y arriver. Ben oui, mais peu importe, il y a quand même une chance en fait. Et à partir du moment où il y a une chance, je trouve que ça vaut le coup de se battre pour cette chance. Qu'on arrive ou pas à nos fins, vraiment, c'est cet objectif qui nous aura fait vivre. C'est au travers de ces objectifs qu'on se sent vivant, qu'on a l'impression qu'on peut se progresser, se découvrir. Et voilà, donc oui, après, c'est arrivé 2 fois, j'ai eu 2 médailles olympiques, donc forcément, c'est encore plus fort quand on a le résultat qu'on attend. Mais dans tous les cas, oui, c'est cet objectif qui m'a permis de dépasser tous les obstacles, de blessures, d'échecs, parce qu'il y a plus d'échecs que de réussites dans le sport, et c'est vraiment ce rebond à chaque fois, et toutes ces étapes qui m'ont fait grandir et qui font la richesse de mon parcours aussi, même s'il y avait des moments très difficiles, ils font complètement partie de moi. Alors, vous parlez des échecs et des rebonds. J'aime bien ce mot de rebond, d'ailleurs, c'est intéressant, vous l'employez. Vous dites aussi, parce que j'ai lu beaucoup de choses sur vous, vous dites en fait que vous doutez souvent. Aujourd'hui, vous avez 27 ans, quand on gagne des médailles, qu'on représente son pays, on est forcément une source d'inspiration. Ce doute, cette envie de rebondir, c'est aussi un moteur pour vous. Oui, complètement. Et je pense que c'est au travers de mes échecs que j'ai le plus appris. Ça peut paraître étonnant, mais euh,
Oui, c'est le doute, il fait partie de mon quotidien, chaque jour. Ce matin encore, j'étais dans un parcours, je forcément, je doute, je sais pas si j'ai l je sais pas si il y a plein de choses que je sais pas, en fait et je sais pas si je vais être à la hauteur de la journée, de mes espérances, mais c'est au travers de ces doutes que je ça me permet de me poser des questions et surtout d'essayer d'y répondre et d'adapter ma performance, mon entraînement par rapport à tous ces doutes. C'est une remise en question qui est pour moi, essentielle et elle est presque plus importante que la confiance, parce que c'est vraiment dans l'échec qu'on va chercher au plus profond de nous pour savoir, comment ne plus revivre cet échec, enfin comment s'en servir pour progresser et continuer notre petit bout de chemin, même s'il avance pas vite, voilà, continuer à et tant qu'on va de l'avant, je trouve qu'on garde le moral et après, je me suis blessée gravement en 2018, enfin, tous les ligaments de la cheville, ça a été, très dur à vivre parce que j'étais vraiment en forme à ce moment-là, donc j'ai eu une grosse frustration et en fait, j'ai eu 2 jours très durs après l'opération et dès que je me suis reprojetée sur des objectifs, sur, comment j'allais pouvoir revenir de cette blessure, mais ça m'a regonflé le cœur et la tête et j'étais à bloc pour repartir, à l'entraînement encore plus fort. Vous avez, je crois que vous êtes monté sur les planches à 7 ans, hein, c'est quelque chose d'assez classique quand on est savoyarde comme vous l'êtes. Euh, Vous avez le sentiment d'avoir cette discipline aujourd'hui vraiment chevillée au cœur et au corps, au mental peut-être aussi? La discipline, mon sport, le Oui. snowboard cross? Hem, oui, bah, c'est vrai que j'ai eu la chance de grandir en montagne, donc forcément, j'ai commencé les sports de glisse très tôt. Après le snowboard cross, oui, particulièrement, je l'aime parce qu'il y a beaucoup de rebondissements, parce qu'il y a de la vitesse, il y a de l'adrénaline, il y a beaucoup d'inconnus parce que, même si on se sent prête, même si on a préparé nos lignes, on ne sait jamais ce que les autres vont faire et voilà, il faut toujours, analyser aussi la concurrence. Il faut, comme dans tous les sports, être, assez créatif parce qu'il faut essayer de dépasser la concurrence année après année, se poser les questions sur comment, progresser sur son entraînement parce que les autres, bah, elles continuent de progresser mais c'est excitant. Enfin, à la fois, ça fait peur parce que, oui, toutes les années, le niveau se resserre. Toutes les années, il y a les petites jeunes avec plus d'énergie, plus de fougue qui arrivent mais c'est un challenge supplémentaire de rester dans le coup et de moi trouver des solutions aussi pour, progresser. Et puis après, oui, ça fait vraiment partie de moi la recherche de la vitesse, cette peur en fait que je ressens parfois en haut du départ, mais c'est une peur que j'adore en fait. J'adore ressentir cette peur parce que c'est dans cette sensation que je me sens vivante, c'est cette sensation qui me donne envie de la dépasser. Hem, donc voilà, après globalement, je suis fan de la compétition parce que justement ça m'apporte cette petite adrénaline en moi, hem Si, si je, et si je ne oui. savais pas que vous étiez championne, je me dirais, tiens, elle est en train de me parler des filles qui choisissent la tech, parce que vous m'avez parlé de prise de risque, de se mettre en permanence, remettre en cause, des gens qui poussent, qui arrivent derrière les nouvelles générations et donc qui vous forcent à vous remettre à niveau. Cette espèce d'endroit où on se lance en haut de la piste, mais on ne sait pas forcément comment ça va se passer. Ça ressemble aussi au milieu de la tech, en tout cas au travers des témoignages qu'on a pu avoir de celles qui l'ont découvert et qui se sont lancées ce matin, qui sont venues en témoigner. Euh, on peut faire comme ça des parallèles entre un sport et une filière, un sport et un métier. Il y a cette prise de risque dans un métier aussi. Oui, je pense qu'on quand on se lance dans n'importe quel, domaine, en entreprise, enfin dans le monde pro, c'est pareil, il y a beaucoup d'inconnus, mais je pense qu'il faut pas, appréhender ces inconnus, mais justement que ça donne envie d'aller les découvrir, de se challenger, de progresser, et la nouveauté donc dans la tech, c'est pareil, c'est vrai qu'il y a beaucoup de nouveautés, il faut toujours être, à jour mais à la fois, c'est cette envie d'aller dans l'avant qui est excitante et oui, qui donne du sens à nos journées, qui donne du sens à ce qu'on fait, à nos heures de travail. Et puis quand on aime, on ne compte pas et réellement, parce que moi, le plaisir, je le trouve justement dans les challenges et dans les défis et une fois que j'ai cette motivation, je peux travailler des heures et des heures, m'entraîner plus dur, ça passe hyper bien. Donc je pense que le la notion de plaisir et d'envie doit rester, au cœur du projet et une fois qu'on a ça, qu'on a mis ces objectifs, que ce soit dans le sport, en entreprise ou dans n'importe quel domaine,
Après, je dis pas que c'est facile. Bien sûr, il y a beaucoup de choses à dépasser, mais du moins, si on a vraiment l'envie au fond de nous, on est capable de déplacer des montagnes, réellement. Et y compris en menant à côté une carrière professionnelle, quand on a une passion comme la vôtre, c'est quelque chose qu'on arrive à concilier. Oui, moi je fais un sport individuel, donc non professionnel comme les sportifs collectifs. Donc je dois aussi gérer ma petite entreprise, faire des actions pour mes partenaires qui me permettent de vivre de mon sport. Oui, il faut apprendre à vendre son image très tôt, à réfléchir à ce qu'on peut proposer aux entreprises pour que ce soit une collaboration gagnant-gagnante. Donc et ouais, faut être polyvalent. Quand on fait du snowboard ou un autre sport individuel, qui est non professionnel, faut être polyvalent et toujours essayer de se donner à fond dans son sport, mais aussi, préparer la reconversion aussi. Donc j'ai continué, les études, je suis à Sciences pour, me permettre d'avoir une formation, bah, pour préparer mon avenir, professionnel parce qu'on sait que sportif de haut niveau, ça peut s'arrêter à tout moment avec les blessures, ça s'arrêtera tôt dans tous les cas, même si tout se passe bien. Donc, j'avais à cœur de préparer un peu l'avenir et je pense qu'à Sciences Po Paris, j'apprends des choses que j'aime aussi. C'est pareil, en fait, ça a été un rebond, Sciences Po Paris, parce que j'ai fait l'IUT d'abord en technique de commercialisation et je me suis pas du tout retrouvée dans ce milieu. Je n'étais pas du tout épanouie. Et donc, j'ai fait quand même, j'ai fini mon diplôme et après, j'ai eu envie de trouver des études qui me plaisaient et je sais même pas encore à quoi ça va me servir, mais juste que ça me plaise, les cours passent beaucoup plus vite et ça m'ouvre l'esprit et puis ça me rend, studieuse alors qu'à l'IUT, je ne l'étais pas. Donc comme quoi on peut se découvrir, certaines, personnalités, au travers d'un projet qui nous plaît. Alors, je m'attendais à beaucoup de questions, mais visiblement, Chloé, les gens vous écoutent et j'ai énormément de bravo, de félicitations. Vous êtes très inspirante, nous dit Kimberley, bravo. Alors, on a Sadja Merci. qui dit, j'ai découvert le ski ce week-end et oh my God, c'est trop dur, dit-elle. Voilà, donc quelques messages. N'hésitez pas, on a encore quelques minutes à passer avec Chloé, donc si vous avez quelques questions à lui poser, vraiment, c'est le moment, je les relayerai. Si vous aviez peut-être, Chloé, un message à faire passer aux jeunes filles, aux jeunes femmes qui nous écoutent, quel serait-il pour justement les aider à trouver en elles la force peut-être de se reconvertir? Déjà croire en ses rêves, vraiment c'est le plus important, ensuite, ne pas essayer de respecter ce que les gens attendent de vous et ça, je trouve ça très important et on le ressent un peu dans le snowboard cross. C'est un sport, dit au début de garçons, mais heureusement que je me suis pas arrêtée à ça parce que, je me serais privée de cette vie que j'aime tant. Donc, je crois qu'il faut, oser sortir des petites boîtes, que la société nous impose beaucoup et si on gagne cette liberté déjà de casser les codes, de respecter ses envies et pas ce que la société a envie de faire pour vous, hem, je pense que déjà c'est un grand pas parce qu'après on se sent libre de se lancer pleinement dans les projets et je trouve que c'est quelque chose d'important. Merci beaucoup, Chloé. Merci pour ce témoignage et vous êtes une vraie source d'inspiration, hein. Manifestement, on a beaucoup de messages pour vous féliciter parce que c'est important d'arriver à concilier effectivement le sport, les études comme vous l'avez fait, puis un début de vie professionnelle. Et je crois que bientôt vous remontez sur les planches, justement. C'est le 12, c'est ça, la prochaine compétition? Oui, c'est ça. Je suis en coupe du monde, en Autriche, à Retteralm, et donc la compétition se déroulera le 12. Il me reste 2 étapes de coupe du monde. Je suis deuxième du classement provisoire, pour le moment, et j'ai, forcément l'envie d'aller, chercher la victoire. Donc encore beaucoup d'enjeux, mais beaucoup d'envie d'aller sur ces 2 courses. Merci beaucoup, Chloé. Et évidemment, on n'a dit jamais 203, hein. On a déjà le bronze à Sochi, cette fois-ci l'argent. Donc, nous, on vous attend la prochaine fois chez Social Builder avec la médaille d'or autour du cou, J'espère. évidemment, pour la prochaine photo. Merci beaucoup, Chloé. Merci et courage pour tous vos On vous projets. laisse retourner vous entraîner. Merci Au beaucoup. revoir.
d'avoir été avec nous. Alors, vous avez parlé justement de petites cases, de gens qu'on mettait dans des boîtes, qu'il ne fallait pas s'arrêter à tout ça. Eh bien, figurez-vous que vous m'avez offert une transition idéale, tout simplement parce que la confiance, c'est notre super pouvoir. Et c'est aussi notre meilleur atout. Et pour ça, il faut commencer tout simplement par se débarrasser de tout ce qui nous encombre. Je vais donc demander à Amandine Duhamel, qui est là, de nous rejoindre pour déconstruire, Amandine, les stéréotypes. On va peut-être commencer par dire ce qu'est un stéréotype, Amandine. Oui, merci beaucoup, Raphaël. On va parler des stéréotypes et on va les déconstruire ensemble. Un stéréotype, c'est un cliché, hein, c'est une idée préconçue qu'on a, c'est l'idée qu'on a vis-à-vis d'un groupe. Et du coup, on va rentrer un peu plus dans le détail. Donc, pour commencer, ces images que vous voyez partout dans les médias, ce sont des idées reçues qu'on a sur les hommes et les femmes. Vous allez voir à quel point, en fait, ces idées reçues, elles impactent le quotidien, notre quotidien de tous les jours. Par exemple, ici, on est dans un magasin de jouets et on associe donc le genre à certains jouets et couleurs. On différencie clairement le côté des filles avec les roses, le rose et les Barbie, et le côté des garçons avec le bleu et les Playmobil. Qu'est-ce qu'un stéréotype de genre? C'est une croyance qui pense que le genre définit nos envies ou nos activités. Donc, si je suis une fille, je dois jouer au Barbie, et si je suis un garçon, je dois jouer au Playmobil. En gros, déconstruire les stéréotypes, c'est se dire que les garçons peuvent jouer avec les Barbie et les filles peuvent jouer avec des Playmobil. Si on revient sur la définition des stéréotypes, de manière plus générale, prenons un exemple du coup sur un groupe. Par exemple, ce serait de penser que les Italiens mangent que des pizzas ou des pâtes, ou que les Français mangent que du bœuf bourguignon ou de la blanquette de veau. Les préjugés et la discrimination, c'est ce qu'on va voir aussi maintenant, c'est ce qui va découler des stéréotypes. Si je fais un focus sur nos thématiques d'aujourd'hui, le numérique, un stéréotype dans le numérique, ce serait les garçons aiment l'informatique et pas les filles. Le préjugé, les métiers de l'informatique ne correspondent qu'aux hommes. Et la discrimination, du coup, ce serait de recruter plutôt des profils masculins que féminins. Du coup, une femme serait moins considérée à profil égal. Pourquoi on a des stéréotypes? En fait, on a tous des stéréotypes et en fait, c'est pour faire face à un grand nombre d'informations. Parce que chaque jour, au quotidien, on doit faire des choix. Et en gros, notre cerveau fait des raccourcis. Et ce qui nous permet du coup d'agir vite de faire face à un monde qui est complexe. Et c'est pour ne pas encombrer notre mémoire. Donc, l'idée, c'est de prendre conscience de ces stéréotypes. Et du coup, si on en vient sur le numérique, nous, chez Social Builder, on a été donc s'intéresser sur le terrain et voir comment c'est le numérique. Est-ce qu'il y a des stéréotypes justement dans le numérique? On s'est introduit dans cette conférence de Vox qui est composée de développeurs passionnés et on s'est rendu compte qu'il y avait peu de femmes. Concrètement, sur cette photo, il y a 2 femmes. Donc, plus largement, on s'est intéressé au métier de développeur. À votre avis, est-ce que vous savez aujourd'hui combien il y a de pourcentage d'hommes qui sont développeurs? N'hésitez pas à me faire part de vos pourcentages. Aujourd'hui, en France, combien d'hommes sont... Voilà, 85%. Aujourd'hui, 85% des développeurs sont des hommes. Donc, si mes calculs sont bons, on a 15% de femmes qui sont des développeuses. Paradoxalement, en fait, c'est un des métiers qui recrute le plus et où, justement, les employeurs peinent à trouver des profils féminins. Plus largement, chez Social Builder, on s'est dit combien de femmes sont présentes aujourd'hui dans la tech? Est-ce que vous avez une idée de la présence des femmes aujourd'hui dans la tech? On s'est intéressé et du coup, le chiffre est de 27%. Aujourd'hui, il y a 27% de femmes dans les métiers de la tech. Et en plus, si on s'intéresse, si on focus vraiment sur des métiers qui sont techniques, tels que développeurs, il n'y a que 11 ou 15%. Du coup, la présence des femmes est très faible. Mais est-ce que ça a toujours été comme ça? Eh bien, justement, c'est ça qui est étonnant, c'est que ça n'a pas toujours été le cas.
Du coup, on s'est intéressé à notre communauté. Tous les jours, nous recevons des retours de notre communauté chez Social Builder et on leur a demandé de nous faire part un petit peu des stéréotypes auxquels elles étaient confrontées. Et par exemple, entendu par une personne de notre communauté au sein des couloirs d'une entreprise, le photocopieur est encore en panne et vous n'avez pas réussi à trouver l'origine. Décidément, la technique, ce ne sera jamais pour vous, les filles. Qu'est-ce qu'on en pense? Autre stéréotype entendu, du coup aussi dans différents domaines, les femmes sont moins intéressées par les métiers du numérique. On se rend compte que du coup, il y a bien des stéréotypes qui sont présents dans le numérique. D'autres stéréotypes entendus du coup par une jeune lors d'un entretien avec sa conseillère d'orientation. Tu veux pas plutôt être RH? Ah bon, donc t'aimes pas les jeux vidéo et tout. Voilà, ce sont des stéréotypes que nous avons remontés de la communauté. Et plus largement, c'est une bonne question de s'intéresser, de voir que finalement, les stéréotypes perdurent, mais à la base, les femmes étaient présentes dans le numérique, puisqu'elles ont été les précurseuses de l'arrivée de l'ordinateur, puisqu'elles ont créé, par exemple, Ada Lovelace a créé le premier langage informatique. Eddie Lamar, elle a créé le Wi-Fi. Et Grace Hopper a créé le langage COBOL. Sans elle, en fait, on ne pourrait pas utiliser aujourd'hui, par exemple, une application. Donc, on peut se demander qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, lorsque l'ordinateur est arrivé dans les foyers dans les années 80, les médias ont mis en avant des hommes et du coup, petit à petit, les femmes se sont détournées du secteur dans lequel elles étaient présentes. Qu'est-ce que nous montre cette image? Elle nous montre qu'en fait, les médias continuent à perdurer les stéréotypes et que du coup, ça influence, aujourd'hui, ça explique la situation, le fait qu'il y ait peu de femmes dans les métiers du numérique. Comment on peut réagir à tout ça? Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Eh bien, nous, ce qu'on vous propose aujourd'hui, c'est déjà de prendre conscience de ces stéréotypes, par exemple, s'informant comme aujourd'hui, en s'inspirant avec des femmes justement qui viennent, comme tout ce qu'on pouvait remonter de la communauté, des parcours inspirants de femmes qui justement ont dépassé les stéréotypes et qui sont aujourd'hui dans la tech, et en devenant aussi ambassadrice à votre tour, en relayant ce message et déconstruisant les stéréotypes qui sont dans le numérique et qui perdurent. Quand je dis je prends conscience, par exemple, quand aujourd'hui on regarde les offres d'emploi sur le métier de développeur, on tombe souvent sur « nous sommes à la recherche de développeurs pour rejoindre notre équipe ». Le visuel qui est souvent associé, c'est ce type de visuel. Donc, ce sont des hommes. Peut-être que finalement, il faudrait revoir aussi les messages et utiliser l'écriture inclusive. C'est-à-dire, nous sommes à la recherche de développeurs et développeuses pour rejoindre notre équipe. Et peut-être qu'aussi, on pourrait y associer ce type de visuel et que justement, tout le monde pourrait se sentir concerné par les offres d'emploi. Je m'inspire, on vous invite à vous inspirer avec, par exemple, des retours de femmes justement qui ont battu les stéréotypes et qui sont aujourd'hui en poste, par exemple avec Fatima, qui est aujourd'hui consultante UX et UI designer et qui a du coup dépassé le stéréotype entendu, la tech c'est un monde de mecs geeks et pas très fun. Aujourd'hui, ce qu'elle pense Fatima de tout ça et ce qu'elle veut vous partager, c'est que les femmes ont leur place et qu'elle est aujourd'hui dans une entreprise où il y a une parité d'hommes-femmes de 50%. Autre témoignage de Judith qui a dépassé un stéréotype. Ah ouais, c'est un travail pour les mecs, ça, non? Aujourd'hui, Judith, elle nous dit « Les femmes ont leur place dans le numérique, le temps et le travail nous donneront raison ». C'est important de s'inspirer de tous ces témoignages, de toutes les interventions qu'il y a eu aujourd'hui. Et une fois qu'on a pris conscience, qu'on est inspiré, je vous invite à devenir ambassadrice du coup, et à rejoindre justement, à transmettre ces messages positifs. Et je vous invite à toutes sortir votre téléphone et à scanner donc ce QR code
qui va du coup vous permettre d'embarquer dans... qui vous permet du coup de suivre le mouvement, de rejoindre la tech, de devenir une ambassadrice de la communauté Social Builder et du Women in Tech Power. Ensemble, nous vous invitons à déconstruire les stéréotypes. Et du coup, en flashant ce QR code, ça vous permettra de télécharger votre bon pour aussi, vous aussi, lutter contre les stéréotypes et surtout à partager autour de vous ce message. Amandine, moi, il y a quelque chose qui me frappe, c'est qu'on en soit encore là, encore à ces stéréotypes. Ça veut dire qu'ils persistent malgré tout ce qu'on peut dire, malgré tout ce qu'on fait. Oui, il continue à persister parce que du coup, il y a un manque d'informations. Du coup, il y a une méconnaissance en fait déjà des métiers. La tech aujourd'hui, qu'est-ce que c'est? On va l'associer au métier de développeur. Voilà, on va dire d'ailleurs développeur et pas développeuse. Eh oui. Et alors qu'en fait, il y a une multitude de métiers parce que, par exemple, pour créer une application ou un site internet, on se rend pas compte de toute la chaîne des métiers qu'il y a. Il va y avoir du coup le métier de développeur, mais en amont, il y a aussi le métier du design qui va permettre de créer le décor de l'application. Ensuite, du coup, ça va être codé. Et ensuite, il va y avoir les métiers du marketing digital et de la data et de la cybersécurité. Et c'est des métiers déjà qui sont très méconnus. Et il y a une vraie sensibilisation à faire sur les métiers. Déconstruire que finalement le stéréotype de l'image de la tech, c'est un homme, c'est un geek, alors que du coup tous les métiers du numérique sont aussi accessibles. On n'a pas besoin d'être bon en mathématiques, on n'a pas besoin aussi d'être bilingue. C'est des formations qui sont assez accessibles. Et nous, chez Social Builder, du coup, on propose justement des programmes d'immersion. Par exemple, on a le programme Horizon numérique d'une semaine qui permet de découvrir les métiers en passant par de la pratique, de l'initiation et aussi avec des témoignages, comme on vient de le montrer là tout à l'heure, qui permettent justement déjà de découvrir et aussi de peut-être allumer la flamme pour se lancer dans une reconversion. Alors, j'ai de temps en temps des petites coupures, hein, ce qui explique, Amandine, que j'étais plus là. Mais j'ai des questions justement qui sont en train d'arriver. Il y a Fatimane qui nous dit, OK, on a les stéréotypes et je pense qu'on est assez nombreuses à voir à peu près à quoi ça correspond désormais. Comment on fait finalement quand on est face à un stéréotype pour le déconstruire? On active quoi? Tu parlais d'horizon numérique. Ce genre d'outils à sa disposition, finalement, ça nous aide aussi à déconstruire, justement? Oui, ce qui aide à déconstruire, déjà, c'est de prendre conscience. Du coup, tous ces stéréotypes, on les a parce que pour faire des raccourcis, parce on fait face à un grand nombre d'informations et du coup, ça nous aide à prendre des décisions plus rapidement. Et par exemple, l'idée, c'est déjà quand on en a conscience, c'est de se poser la question, est-ce que c'est normal ou est-ce que, c'est de se poser aussi la question. Et oui, les programmes sur lesquels on accompagne sur Horizon numérique, on a des ateliers stéréotypes, on a des ateliers leadership aussi qui permettent aussi de venir conforter le positionnement, prendre confiance en soi, se sentir légitime. Donc, tout un panel finalement à notre disposition. On parlait de stéréotypes. Il y a Lolo qui nous dit, effectivement, et on en a parlé à l'instant, que l'informatique est difficile, il faut être forte en maths. Et bien là aussi, c'est un stéréotype, ou en tout cas une idée reçue. La preuve que non, puisque montrait qu'il y avait des parcours qui venaient de tous les horizons ce matin et qu'on peut très bien aller vers la tech, vers le développement sans être forcément bon en maths. En tout cas, il y a d'autres moyens d'y parvenir. Il y a Geneviève qui témoigne aussi pour nous dire j'ai eu en charge le développement des prémices du numérique en France à l'époque à France Télécom. L'ambiance était guerrière, pas féminine du tout.
Aujourd'hui, les choses avancent, hein, puisque désormais, on a ces 27% qui sont là, et plus, on l'espère, dans les années qui viennent, grâce aux femmes qui nous écoutent. Hein. Je crois qu'elles étaient un peu plus de 2000 ce matin à être inscrites avec nous. Donc, il y a un vivier, il y a un potentiel qui est là. On a également Marie-Elisabeth, tiens, qui vient de réagir. Je vous livre en direct hein, les messages qui arrivent dans le chat. Elle nous dit, Marie-Elisabeth, il faut changer ce femme, de le faire, de nous mettre en avant et d'arrêter de prouver que nous sommes, et d'arrêter et de prouver que nous sommes aussi bonnes que les hommes, voire meilleures. Effectivement, tout ça, c'est une question de volonté, de confiance en soi. On a Fatima qui nous demande aussi si on peut à nouveau partager le QR code. Alors, normalement, il est à l'écran, hein, ce QR code. Donc, Fatima, oui, il est à l'écran. Ne vous gênez pas pour pouvoir effectivement télécharger votre bon. Le télécharger et récupérer votre bon pour devenir une woman in tech power, vous aussi, dans quelques temps. Amandine, je crois qu'on a fait le tour pour les stéréotypes. Est-ce qu'on a encore quelques réactions qui arrivent? Oui, peut-être celle d'Alix. Ah oui, elle nous pose une question, tiens, Alix. Dans une entreprise pour lutter contre ces stéréotypes au quotidien. Je ne sais pas, Amandine, si on a quelques outils pour ça. Peut-être pointer du doigt, les faire remarquer. Ça commence par ça, tout simplement dire, bah non, ça c'est une idée reçue, ça c'est un stéréotype. Oui, c'est ça. Et peut-être de sensibiliser, de mettre en place de la sensibilisation au sein d'une entreprise sur des sujets, des thématiques variées, et aussi de questionner, oui, comme vous venez de le dire. En fait, il y a plein de leviers d'action, mais ça passe énormément par la sensibilisation qui permet d'avoir la prise de conscience et l'action. Très bien, très bien. Merci beaucoup, Amandine. On va évidemment continuer à dérouler la journée. Je vous rappelle qu'effectivement, nous sommes en salle plénière hein, dans ce forum, que nous avons la possibilité d'entrer, de sortir. Vous pouvez rejoindre sur le code, sur le développement, sur la data, sur la cybersécurité, sur le web. Il y a tout un tas de choses qui vous sont proposées dans les différents ateliers. Allez-y, baladez-vous, inspirez-vous, allez chercher de quoi vous nourrir et peut-être vous donner envie de vous reconvertir parce que le métier que vous allez peut-être faire dans 6 mois, dans 1 an, est peut-être à portée de main et vous allez, en poussant une porte ou une autre, probablement le découvrir. Amandine, maintenant que les stéréotypes, on les a je l'espère. Comment est-ce qu'on fait pour sauter le pas, justement, avant de pousser la porte là, et d'accéder à une formation dans le numérique? Est-ce que vous avez des bonnes pratiques à nous donner? Oui, avant déjà, je pense que ça passe par l'immersion, aller voir, pratiquer et justement intégrer des programmes de découverte tels que des bootcamps et de se rapprocher aussi de Pôle emploi et de l'APEC justement qui sont là aussi pour accompagner orienter vers les formations, les reconversions. Du coup, je conseille le programme Horizon Numérique notamment, qui est une semaine de découverte des métiers du numérique, où on a un Digital Bootcamp by Social Builder, qui est 3 semaines de préparation pour entrer en formation et qui qui peuvent venir conforter un projet et permettre d'avoir tous les prérequis indispensables pour être entré sereinement dans une formation. Merci beaucoup, Amandine. Effectivement, on va découvrir qui sont à notre disposition pour passer d'un emploi à un autre, ou peut-être d'une période de chômage ou d'inactivité à un métier qui nous attend et qui nous tend les bras. Je vous propose d'accueillir Éric Picot, qui est consultant en relations entreprises à l'APEC, et Sandrine Hervé de Pôle emploi, pour juste reconversion mode d'emploi. Bonjour Éric, merci d'être avec nous. Je vous en prie, bonjour Raphaël. Merci d'être là. J'attends juste que notre deuxième intervenante soit avec nous connectée. Je la vois qui est par là. Je ne sais pas si elle nous entend.
Alors, moi, je vous entends. Est-ce que vous m'entendez? Alors, on vous entend, mais on vous voit mal. En tout cas, Ah, alors, je vais essayer de rebouger vous l'écran. n'êtes pas. Est-ce que vous me voyez mieux? On vous voit. Cette fois-ci, on vous voit. Ah. On vous voit, c'est parfait. Bonjour Sandrine. Bonjour à vous, merci. Merci d'être. On a déjà dit beaucoup de choses, mais je suis sûre que vous allez nous donner des clés pratiques. Et c'est vraiment important parce qu'on a eu énormément depuis ce matin sur les formations, sur comment on fait de manière précise pour passer d'une période d'inactivité à une période d'emploi dans un métier du numérique. Et forcément, c'est vous qui détenez une partie de la réponse. Pour parler peut-être de reconversion, je ne sais pas, mais il faut peut-être savoir d'où on part, tout simplement. On fait quoi quand on quitte un travail ou qu'on a envie de le quitter? On commence, Eric, Sandrine, à faire peut-être un bilan de compétences. C'est le b.a.-ba. Alors, si vous m'autorisez, Sandrine? Oui, puis on va enchaîner. Oui, on va le faire. Voilà, allez-y. En duo. Allez-y, on est entre nous. Nous. Alors, peut-être pas un bilan de compétences au sens strict du terme, parce que c'est quand même, on va dire, une usine importante à réflexion et à temps de travail. Pour être très pratique, la première chose qu'il faut faire avant d'analyser ce que l'on sait faire, ce que l'on aime faire, c'est de prendre le temps de regarder quelle est la situation du marché de l'emploi. Autrement dit, bien, quels sont les métiers qui sont actuellement à disposition, quels sont les métiers qui sont les plus recherchés par les entreprises, puisque ça permet finalement d'avoir un principe de réalité et de faire un choix dont on sait pertinemment qu'il y aura en face des occasions réelles présentes d'emploi. Donc, Voilà. la plupart du temps, regardez comment se situe le marché de l'emploi. Alors, sur les fonctions numériques informatiques, on a un regard assez clair, hein. On sait bien que les métiers de développeuse, les métiers de chef de projet informatique, les métiers d'ingénieur en études et développement informatique, les métiers d'ingénieur système, d'administratrice, d'administrateur système sont les 5 métiers les plus recherchés dans les fonctions, on va dire, informatiques. Alors, numérique est encore un peu plus large qu'informatique. Il y a encore d'autres métiers du champ du numérique, puisque globalement, on digitalise beaucoup de fonctions aujourd'hui. Voilà, premier conseil, regardez le marché. Regardez le marché, Sandrine, c'est aussi ce que vous commenceriez par dire aux gens qui poussent la porte de Pôle emploi et qui envisagent peut-être une reconversion dans ces métiers du numérique. Alors, tout à fait, hein, sans s'être concerté, c'est effectivement une des premières actions que j'aurais conseillé également, aller s'informer sur le métier ou le secteur recherché. Et pour ça, je m'étais noté aussi quelques sites, quelques sources. Alors, on peut aller sur pôle emploi.fr. On peut également aller sur les sites des fédérations professionnelles, sur les OPCO, et puis également sur le site de pôle emploi.org si on ne voulait en citer que quelques-uns. Il y a de plus en plus d'informations mises à disposition pour tout public et qui donnent voilà, les tendances du marché du travail, les offres d'emploi, la demande d'emploi, comment le secteur se situe, et c'est vraiment un premier positionnement, un premier regard qui permet de voir aussi comment mais ça sera certainement développé plus loin, mais peut-être les premiers prérequis aussi attendus dans les secteurs. Juste une petite parenthèse, vous voyez de plus en plus de gens, que ce soit à l'APEC ou à Pôle emploi, qui poussent la porte en vous disant, voilà, je ne sais pas trop, mais j'aimerais peut-être envisager une reconversion dans ce secteur-là. Parce qu'effectivement, vous l'avez dit, c'est un marché qui est très en demande. Est-ce qu'il y a de plus en plus de gens qui s'y intéressent? Alors, il y a toujours eu beaucoup de souhaits de reconversion parce que, bien évidemment, dans son parcours professionnel, on ne fait plus un seul et unique métier. On est amené à changer 3, 4, 5 fois
Alors parfois de manière importante, parfois de manière un peu plus modeste, mais cette réflexion de la reconversion existe depuis longtemps. Bien évidemment, lorsque on est en réflexion et lorsqu'on souhaite ouvrir une nouvelle voie, eh bien, c'est quand même important de regarder là où cette voie est la plus porteuse, là où cette voie est la plus prometteuse, là où il y a finalement le plus d'opportunités. Et bien évidemment, les fonctions informatiques, les fonctions numériques, les fonctions de la digitalisation sont une porte d'évolution, de changements sociétaux, hein, puisque c'est bien évidemment l'évolution, on va dire, de la digitalisation, l'évolution, on va dire, de l'écologie, des transformations de la société qui enclenchent toutes ces évolutions des métiers. Et donc, voilà, il est de plus en plus demandé, en tout cas, pas nécessairement de plus en plus demandé spontanément, mais dans le spectre des réflexions de projection dans l'avenir. Oui, même constat de votre côté? Oui, tout à fait. Les demandes s'expriment après avec des représentations qui peuvent être différentes puisque c'est un secteur qui est très large et qui effectivement recouvre, on citait à l'instant, numérique, informatique et donc avec souvent des demandes de pouvoir mieux se représenter quel est le concret du secteur. Alors, une fois qu'on a la représentation, qu'on sait qu'il y a du travail dans cette filière-là, qu'est-ce qu'on fait? On commence à chercher la bonne formation, Pas trop ce vite. qu'il y a de prévu ou est-ce qu'il y a des Non. étapes avant? On ne va pas trop vite. On a toujours tendance à aller un peu trop vite dans la décision. Bien évidemment, il faudra faire un peu la différence entre ce que le métier attend, ce que l'environnement professionnel attend et ce que je suis capable de savoir faire, d'apporter. Parfois, cet écart est minime et parfois, il est important. Et en fonction de l'ampleur de cet écart, eh bien, le parcours de formation sera plus ou moins important, plus ou moins conséquent. Il y a toujours une vraie démarche, une vraie stratégie à avoir, à essayer de choisir, on va dire, le parcours de formation le plus ajusté. C'est coûteux hein, de repartir en formation, on s'imagine tous passer 40, 45 ans, voire un peu plus, reprendre 8 mois de formation, se réimmerger complètement. Voilà, il y a un certain coût, alors qui n'est pas équivalent pour chacun. Parfois, il y a beaucoup d'envie, beaucoup d'aspiration, beaucoup de souhaits, puis parfois un petit peu moins. Donc, c'est extrêmement important de choisir le parcours de formation qui soit le plus ajusté. Peut-être en complément, si je peux me permettre. Allez-y, Sandrine. Oui, peut-être en complément, mais pour rester dans la même dynamique, nous, le conseil qu'on donne aussi, c'est de participer à un maximum de salons ou d'événements qui sont menés par les agences, par les partenaires, des fois ensemble d'ailleurs, pour aller là aussi chercher l'information, mais au plus près des professionnels et des experts, avec les entreprises présentes, avec les organismes de formation présents, et pouvoir justement, à l'occasion de ces salons et événements, pouvoir recueillir l'information sur quels sont les niveaux effectivement attendus par les recruteurs, quels sont par rapport à une formation, les prérequis nécessaires. Et c'est bien en se confrontant en réel avec tous ces acteurs-là qu'on peut petit à petit se forger une représentation et se dire, ben voilà, le niveau attendu, il est là, ou les compétences attendues, elles sont là. Donc vraiment, ne pas hésiter à s'inscrire sur un maximum d'événements de salons, de job dating ou de rencontres avec les professionnels pour pouvoir se confronter au secteur. J'entends effectivement hein, ce que vous dites, donc prendre un maximum d'informations pour emmagasiner, pour bien connaître vraiment l'écosystème dans lequel on envisage de se reconvertir et pour être bien sûr finalement qu'on ne va pas forcément se tromper de voie.
Oui, Eric, je vous voyais lever la main, vous vouliez ajouter quelque chose. Voilà, juste pour compléter, c'est un point d'attention qui effectivement aussi révèle les attentes des recruteurs. Ne choisissez pas une formation qui ne va développer que des compétences techniques. Pensez aussi à choisir des formations qui vont développer des soft skills, qui vont développer aussi des postures, des attitudes, des manières d'être. Dans le petit, les 10 tips que je vous ai proposés, je vous ai mis une liste de soft skills qui sont les plus recherchés par les entreprises. Il faut aussi que les formations que vous allez choisir travaillent cette manière d'être. Le travailler avec les autres est aussi important que le savoir bien utiliser J2E. Alors, ces tips, on va peut-être les énumérer parce que c'est important. Il faut, vous prenez, si vous êtes avec nous et que vous nous écoutez, vous prenez vos stylos, vous prenez une feuille, vous notez parce qu'ils sont importants. Il faut les connaître presque par cœur ou en tout cas les avoir dans un coin de sa tête quand on veut aller vers une reconversion, Eric. Oui. À vrai dire, c'est un enjeu de décision extrêmement important. Vous êtes en train de choisir votre prochain métier pour les 3, 4, 5, 10 ans à venir. Donc, c'est une décision importante. Oui, si vous voulez, je vous répète les soft skills. Alors, à vrai dire, les soft skills, vous les trouvez dans les offres d'emploi. C'est la curiosité, c'est l'adaptabilité, c'est la capacité à apprendre, c'est la compréhension fine de l'environnement de travail, c'est la capacité de communication, c'est le sens de la pédagogie, c'est la capacité à travailler en mode projet, c'est extrêmement important. Voilà, ces quelques compétences comportementales sont extrêmement importantes et vont parfois être encore plus explicatives de la réussite dans votre prochaine activité professionnelle que la maîtrise d'une compétence technique pure et dure. Ce sont parfois d'ailleurs, Sandrine, des compétences qu'on a déjà, qu'on a pu expérimenter dans l'ancienne fonction qu'on occupait et qu'on va développer autrement dans notre reconversion. Tout à fait. Et d'ailleurs, en complément aussi sur ne pas oublier à mettre à jour son profil pour pouvoir effectivement faire valoir et mettre en lumière ses compétences, qu'elles soient techniques ou transverses ou de savoir-être. Donc, ne pas oublier de mettre à jour, parce que ça, c'est des choses qui, des fois, ne sont pas tout de suite intégrées, et notamment sur tout ce qui est profil de CV en ligne ou banque de CV, pour pouvoir être vu aussi des recruteurs ou des organismes directement à partir de ces compétences et ces mots-clés, quelque part, qui vont faire l'objet après de recherches ou de propositions d'offres. Quand on parle de reconversion, est-ce que, parce que c'est une question qu'on se pose parfois, est-ce que c'est un processus qui peut être pris en charge? On est aidé pour sauter le pas, on est soutenu, il y a un filet de sécurité, si j'ose dire? Alors, aider, il y a plein de structures qui vous aident. Pôle emploi, bien évidemment, est là pour vous accompagner. L'APEC est bien évidemment là pour vous accompagner. Il y a plein de structures qui sont là pour vous soutenir. À vrai dire, le processus, il est connu depuis très, 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 très longtemps. On ne réinvente pas le fil à couper le beurre de l'élaboration d'un projet professionnel réaliste et réalisable. Ces mécanismes-là sont très connus. C'est, je pense, le meilleur conseil, c'est qu'on peut parfois avoir le sentiment d'être en capacité de pouvoir faire ce travail seul. Si je pouvais vous donner, je pense que Sandrine accompagnera mon souhait, c'est faites-vous accompagner. C'est un travail qui est trop difficile à faire seul. Il y a trop de paramètres à prendre en compte, il y a trop de travail à réaliser et surtout, l'enjeu de la décision est important. Et donc, faites-vous soutenir. Être accompagné dans sa décision ne veut pas dire que quelqu'un d'autre décide à votre place, mais quelqu'un d'autre vous aide à identifier les critères prioritaires de votre décision. Oui, c'est ça. Il y a des réseaux d'accompagnement qui sont là. On nous citait entre Pôle emploi et APEC. Ne pas hésiter
à aller voir les conseillers. Ne pas hésiter à demander un rendez-vous pour pouvoir poser avec le conseiller le projet professionnel idéal, ce qui est souhaité en termes de reconversion, et voir avec lui, avec un expert de l'accompagnement, ce qui peut être mis en place, parce que je rejoins tout à fait la personne de l'APEC qui s'exprime. On a énormément d'outils et de dispositifs qui sont à disposition. Et donc, voilà, après, il faut aller chercher les bons outils, les bons leviers au bon moment. Moi, j'en citerai un aussi qu'on n'a pas évoqué jusqu'ici, mais qui me paraît très important, qu'on plébiscite énormément, c'est l'immersion en milieu professionnel. C'est se confronter au maximum avec les recruteurs. Donc, l'immersion professionnelle est un des outils qui permet de s'immerger au sein d'une entreprise et d'appréhender aussi directement la réalité d'un métier. Oui, ça, il y a des ateliers, par exemple, qui peuvent nous aider à rendre cette idée un peu plus tangible, si j'ose dire. Oui, il existe plusieurs types d'ateliers qui sont à disposition pour effectivement aller identifier les outils et les dispositifs qui peuvent être activés pour construire son projet, puis après le mettre en œuvre. Et l'éprouver, ce projet, parce que c'est ça aussi, il faut aller essayer d'éprouver ce projet, et l'immersion en fait partie. Oui, parce que parfois, l'immersion, on peut rêver une reconversion et s'apercevoir que finalement, ce n'est pas exactement ce qu'on avait imaginé, mais peut-être choisir une autre voie et s'y trouver mieux dans cette nouvelle voie. On peut également, et ma question s'adresse à vous Sandrine, mais aussi à vous Eric, on peut bénéficier de coaching professionnel, de validation des acquis. Tout ça, c'est important aussi pour ne pas partir de zéro, finalement se servir, et on l'a déjà évoqué, de son bagage professionnel. À vrai dire, ça s'appelle le conseil en évolution professionnelle. On utilise le terme de coaching parce qu'on veut présenter finalement une situation de prise en charge, d'accompagnement, mais ça s'appelle le conseil en évolution professionnelle. C'est ouvert à chacun, c'est gratuit et c'est tout à fait fait sérieusement. Donc, pas d'inquiétude, utilisez ce service qui est à votre disposition tout au long de votre parcours professionnel. Sandrine, oui, c'est quelque chose qu'on vous demande beaucoup, cet accompagnement, effectivement, cette évolution professionnelle, être soutenu dans… Oui, alors être soutenu et accompagné, c'est une demande qui est effectivement régulière. Après, tout en voulant avoir son autonomie aussi, et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, on est vraiment là en co-construction avec les personnes, et on a aussi appui en fonction des parcours, mais dans le respect de ce qui nous est demandé. Je voulais vous poser aussi une question sur les possibilités de financement quand on décide de changer de voie et de se former pour aller vers une reconversion. Il y en a? Est-ce que c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte aussi en amont avant de se lancer? Eric, Sandrine? Alors, les possibilités de financement, vous avez déjà un premier pas de financement possible qui s'appelle le compte personnel de formation. Je vous invite donc à ouvrir votre compte personnel de formation et à consulter la valeur financière que vous possédez. Et puis ensuite, je vais laisser le soin à Sandrine de présenter les dispositifs de financement, puisque l'APEC n'est pas un financeur d'actions de formation. Pôle emploi, conseils régionaux sont des financeurs d'actions de formation. Je vais laisser Sandrine en parler. Oui, alors je vais en parler de façon synthétique, parce qu'après, je vous encourage aussi à aller voir sur les différents sites ou avec l'appui d'un conseiller. Mais on a une offre de formation collective qui est assez large, qui est à la fois financée par le conseil régional, mais également par des sources de financement de Pôle emploi, et donc qui permet d'être pris en charge gratuitement au niveau de la formation par rapport à ces formations dites collectives, et puis alors qui sont à vocation certifiante ou qualifiante. Donc, il suffit de s'adresser à un conseiller, et puis le conseiller déterminera avec vous, vous l'avez déterminé en amont, mais la formation qui vous convient le mieux, et on orientera vers un organisme de formation qui fera
une information auprès de vous et qui déterminera si vous avez les prérequis nécessaires. Mais voilà. Et puis également, on a tous les dispositifs dits individuels. Donc là, on a des préparations opérationnelles à l'emploi qui sont des dispositifs de formation beaucoup plus courts et qui permettent de répondre directement à partir d'un besoin d'entreprise à un ajustement de compétences. Donc, et on a également d'autres dispositifs tels que l'AFPR, qui est le sigle me vient et j'ai que l'acronyme en tête, mais c'est une formation préalable au recrutement. Voilà. On ira voir, on a Internet pour ça. Et qui permettra aussi, en fait, l'idée, c'est pareil, au niveau individuel, d'être pris en compte dans un développement de compétences qui s'ajuste par rapport à un besoin d'entreprise où une offre d'emploi a été déposée. Et on a vraiment toute une palette d'interventions possibles qui permet de se former. Et on peut faire CPF plus formation collective ou CPF plus d'autres dispositifs. Oui, on peut additionner les dispositifs, hein, c'est important de le préciser, vous avez raison. Je vois, Eric, que vous avez répondu à une question d'Alexandra dans le chat. Je vais peut-être vous demander de le faire pour tout le monde, si tout le monde n'est pas branché sur le chat. Elle voulait savoir quelles étaient les fonctions qui offraient le plus d'opportunités. Je vois que vous lui avez répondu par écrit. Si vous pouviez les énoncer de nouveau pour que tout le monde, pour qu'on puisse les partager tous ensemble. Alors, ce sont juste, on va dire, les fonctions les plus recherchées dans le domaine informatique, en sachant que le numérique étant bien évidemment bien plus large. Le premier métier qui est recherché par les recruteurs à hauteur de 28% des offres d'emploi du secteur informatique, c'est le métier de développeur informatique. Le deuxième métier est le métier de chef de projet informatique, notamment, et c'est là où, par exemple, on suit des formations en méthode agile, qui est une méthode, une technique de gestion de projet dédiée au secteur informatique. Le troisième métier, c'est celui d'ingénieur en études et développement informatique. Le quatrième métier, ingénieur système. Et le cinquième métier, administrateur système. Alors, on a listé les 14 métiers les plus recherchés. Je vous ai listé les 5 premiers. À vrai dire, c'est assez simple. Vous tapez, vous allez dans un moteur de recherche d'emploi, un job board, Pôle emploi, l'APEC, Indeed, LinkedIn. Vous tapez l'intitulé du métier et finalement, la fréquence d'apparition, le volume d'offres d'emploi vous donne déjà un peu une indication de la tension du marché. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui cherchent ce job? Vous tapez maréchal Ferrand dans un site d'offre d'emploi, il ne va pas se passer grand-chose. Vous tapez développeur informatique, vous allez être surpris du volume d'offres d'emploi. Et donc, voilà, vous avez immédiatement une analyse très simple et pourtant très parlante du niveau de tension de ce secteur d'activité, de cette fonction. On vous a perdu, Raphaël. Oui, j'ai des petits problèmes de connexion depuis le début de l'après-midi, ce qui explique que parfois je ne sois pas tout à fait… Je vous entends, je vous écoute et de temps en temps je vous perds. Voilà, ce sont des choses qui arrivent. Merci pour cet exposé précis des métiers. Et puis c'est vrai que ça va aider les jeunes femmes qui nous écoutent depuis ce matin à se faire une idée justement du métier vers lequel peut-être elle pourrait se reconvertir. Je peux juste te compléter, Raphaël, tous les métiers du data. Tous les métiers du gestion de la data, data scientist, data miner, data analyst, ces métiers-là sont extrêmement recherchés. Alors, il y a pas mal de jeunes diplômés, il n'y a encore pas un volume d'offres extrêmement important. L'avenir, d'ailleurs, ne permettra pas de savoir si ces métiers du big data vont réellement continuer à se développer ou au contraire vont stagner et un petit peu régresser, puisque l'idée c'est que les algorithmes à un moment donné ils vont être suffisamment intelligents pour qu'ils puissent eux-mêmes générer de futurs algorithmes, l'intelligence artificielle devenant pour partie un peu autonome. Donc ça peut être des métiers qui ne se développent pas autant, comme ça peut être des métiers qui progressent encore plus.
Et j'ai envie de dire aussi, il y a des ateliers spécifiquement sur le numérique qui sont mis en place dans les agences que je vous invite à aller découvrir parce que c'est vraiment pour découvrir tout ce qui va concerner des ateliers de codage, des ateliers pour créer une application, autant d'éléments qui permettent aussi de se faire une représentation, là encore, plus concrète de ce que cela suppose et de vérifier l'appétence que vous pourriez avoir pour ces métiers effectivement nouveaux. Oui, c'est un premier pas qui peut-être peut en appeler d'autres, effectivement. C'est ça. Nous emmener sur une voie qu'on n'avait peut-être pas imaginée. Merci beaucoup, merci à tous les deux d'avoir été avec nous. Alors, Merci je ne sais pas vous. si vous m'entendez toujours, oui. Oui. Voilà, j'ai des petites coupures. Merci d'avoir été avec nous pour nous aider à le corps ce problème de la reconversion. Ce qu'on va voir aussi tout de suite, parce que évidemment l'après-midi avance, c'est qu'il faut, et je suis sûre que vous serez d'accord avec moi, il faut aussi activer sa communauté quand on est en recherche d'emploi et quand on pense reconversion. Et vous allez comprendre pourquoi avec la table ronde qui arrive, parce que nous allons cette fois-ci révéler les super pouvoirs des femmes grâce à l'accompagnement des parcours. Alors, nous allons révéler ces super pouvoirs avec nos invités et pour que vous puissiez être accompagnés tout au long de votre parcours dans le numérique, dès le début de votre orientation, mais également si vous décidez de suivre une formation puis de chercher un emploi dans le digital. Comment on va pouvoir capitaliser. J'accueille pour en discuter Samia Goslan, qui est directrice de la Grande École du Numérique, et Viviane Madinier, qui est secrétaire générale de l'association Femmes at Numérique. Bonjour à toutes les deux, je suis ravie de vous retrouver. Bonjour. Merci d'être avec nous. Viviane, je vais peut-être commencer par vous. Une communauté, c'est important, hein, ça n'est pas vous qui allez me dire le contraire. Et dans le numérique, elle existe réellement. Chez vous, par exemple, ça se traduit physiquement par combien de structures? Alors, très clairement, je vais peut-être démarrer par quelques mots autour de Femmes at Numérique. Femmes at Numérique, en fait, il faut l'appréhender tel un collectif qui repose sur deux piliers solides et très liés, à savoir d'une part une fondation qui existe grâce à 42 entreprises mécènes et dont j'ai l'honneur d'assurer la fonction de secrétaire général. Et puis, une association dite de soutien avec laquelle nous travaillons, je dirais, en lien des plus étroits et qui, elle, fédère un collectif d'une 50aine d'associations. La raison d'être, en fait, de Femmes at Numérique, elle remonte tout simplement, elle a été posée en 2018. Elle a été posée en 2018 par justement l'ensemble des mécènes qui se sont réunis autour d'une même cause et qui ont donné mandat à ce collectif, à savoir de développer l'appétence des jeunes femmes, des jeunes filles envers les formations, les filières du numérique, ainsi qu'envers les métiers. Et pourquoi? Parce que Femmes at Numérique, quelque part, se trouve face à trois enjeux très importants, puisque ce sont des enjeux à la fois sociétaux, environnementaux, à savoir la transformation numérique, à savoir la place des femmes dans cet écosystème, et puis à savoir l'évolution des compétences. On sait très bien que le numérique aujourd'hui est partout, touche notre quotidien, tous nos métiers. Et si les femmes n'y prennent pas part, on va vers une société qui va être de plus en plus masculinisée, pardonnez-moi un petit peu ce pléonasme, et puis d'autre part, on va les priver, je dirais, de tout un essor à la fois personnel, économique, professionnel et aussi dans leur vie privée. Donc c'est quand même quelque chose d'assez dramatique.
C'est donc une force, hein, si je vous comprends bien, d'avoir à la fois cette association, cette fondation et des ramifications en quelque sorte, si j'ose dire, parce qu'en plus vous avez créé aussi, c'est important de le dire dès maintenant, un annuaire. Il regroupe 1700 professionnels, il y a des experts, il y a des mentors, il y a des rôles modèles et ça va parler aux femmes qui nous écoutent parce que ça veut dire qu'on peut s'appuyer clairement aujourd'hui sur cette base solide pour se dire oui, la communauté existe, utilisons-la, elle sert de levier et de tremplin. Alors exactement, cette communauté, elle existe, elle est tout à fait incarnée et elle est incarnée en fait quasiment par 4 dimensions au niveau de Femmes Numérique. Je dirais, ça pose clairement la place de Femmes Numérique en tant que justement un acteur qui se veut fédérateur de cet écosystème, puisque à la fois il fédère aussi tout un ensemble je dirais, d'entreprises, un ensemble d'associations, un ensemble d'acteurs de place et d'institutions publiques. Et ceci est, je dirais, mis en lumière au travers d'événements de communication que nous nous attachons à faire et le plus souvent jamais seuls, mais avec justement je dirais, nos partenaires, nos relais. Et puis, c'est aussi, Femmes Numérique, eh bien, un collectif de professionnels, justement, grâce à cet annuaire, où non seulement on va y trouver, comme vous le disiez, 1700 professionnels, mais aussi on va y trouver, par exemple, 27 métiers qui sont représentés au travers de cette communauté. Et puis, on va aussi y trouver de nombreux témoignages vidéo, puisque plus d'une dizaine de grandes entreprises se sont mobilisées pour justement nous apporter ces témoignages en live. Alors Samia, j'imagine que cette communauté, évidemment, ça vous parle, hein, vous qui êtes à la tête de la grande école du numérique. J'ai même envie de dire des grandes écoles du numérique parce qu'aujourd'hui, ça se multiplie. Hein, ça n'est plus qu'un seul pôle. Il y a énormément de choses qui se sont développées. Cette complémentarité de ce que vous faites avec Social Builder ou avec Femmes Numérique, c'est quelque chose d'essentiel quand on veut révéler une filière. Oui, tout à fait. La Grande École du Numérique a toujours été, on va dire, nommée de manière trompeuse parce que c'est un réseau de formation au métier du numérique inclusif avec une forte dimension sociale, à inclure des personnes qui ne se projettent pas forcément dans le numérique ou qui sont sous-représentées dans le numérique, comme les femmes, des personnes qui sont peut-être peu pas qualifiées, qui n'ont pas fait des parcours académiques, et puis les personnes qui résident dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville. La Grande École du Numérique, dès le début, s'est associée à l'initiative Femmes Numérique, et on fait partie du collectif, on participe aux travaux autant que peu. Et donc, pour nous, c'est très important de faire partie de cet écosystème de mixité dans le numérique, puisque la diversité et la mixité est un élément essentiel dans notre écosystème et dans l'activité que nous menons. Aujourd'hui, on a plus de 500 formations labellisées qui détiennent ce fameux label GEN, Grande École du Numérique, et on espère atteindre un objectif de 30% de femmes formées dans ces formations. Nous existons depuis 2015 et malgré tous les efforts des formations qui connaissent parfaitement, on va dire, cette dimension d'aller sourcer, voilà, ou d'aller rechercher les femmes pour qu'elles puissent s'engager dans les formations numériques, on n'a pas atteint, nous, cet objectif de 30%, on est à 25%. Et les chiffres, je pense que toute la journée, vous les avez partagés, on vous a dit qu'on n'arrivait pas à dépasser 30% et qu'en plus, c'était dans les fonctions toutes confondues, que si on va dans les fonctions techniques, on en a moins. Alors, comment faire? Une fois qu'on a fait tout ce constat, la mixité est un enjeu à la fois sociétal, c'est un enjeu aussi indispensable pour les entreprises pour rester compétitifs, performants. La diversité et la mixité sont inestimables en termes de sources d'innovation. Une fois qu'on a fait tout cela, les chiffres même, des études le démontrent, des études qui, par exemple, montrent que la diversité de genre, c'est McKinsey 2018, les entreprises qui vraiment la mettent en place affichent une surperformance de 15%. Et donc voilà, donc c'est pas juste une question, allez, on va faire une petite place à ces pauvres femmes dans un secteur. Non, c'est le secteur numérique, un secteur porteur d'opportunités professionnelles. Les femmes ont toutes leur rôle à jouer. Il faut leur permettre de se former, de se reconvertir et de mener la carrière qu'elles ont à mener. Et intégrer l'écosystème, effectivement, que ce soit Femmes Numérique ou avec
ou des formations, ou même parce que Social Builder, bien entendu, propose des formations, et quelque chose de très important. Maintenant, il faut qu'on puisse apporter cette information-là et donner envie, parce que le problème, c'est que les jeunes femmes ne se projettent pas dans ce métier, qu'elles le trouvent parfois désincarné, qu'elles ont envie d'avoir du sens, et comment on leur présente ces métiers-là, et ce n'est pas forcément quelque chose qui les attire. Et ça, c'est un travail, on va dire, de longue haleine, on doit le faire depuis le début, depuis la petite école. On ne va pas attendre le lycée pour choisir l'option sciences numériques et l'ingénieur pour régler ce problème. Il faut commencer dès le début à exposer les petits garçons et les petites filles de manière équivalente à tout ce qui est numérique, digital, pour justement trouver l'appétence, la motivation, l'intérêt. Et il n'y a pas de raison pour que les petites filles et les petits garçons n'aient pas le même intérêt pour quelque chose qui leur est présenté. Voilà. Vous avez... Oui. Effectivement, et donc ça passe par quoi? Ça passe par mettre davantage de professeurs d'informatique, de personnel pour apprendre à coder, tout ça, ça doit être là, présent dès les petites classes de manière systématique, si j'ose dire? Moi, je pense qu'il faut agir sur tous les fronts. Et une fois qu'on a fait tout ce constat, qu'on se dit que c'est du gâchis, on ne peut pas continuer comme ça. Comment on agit? Donc, effectivement, il faut agir dès le début de l'éducation. Ça, c'est sûr. Je viens de le dire, il faut exposer les petites filles et les petits garçons à des parcours, à des jeux, à du codage, etc. Il faut continuer à le faire tout le long de la scolarité. Et effectivement, il faut absolument que même ceux qui interviennent dans ces parcours ne soient pas que des hommes, parce que si on reproduit le même schéma, ça veut dire qu'effectivement, comme vous le soulignez, les animateurs pourraient être des animatrices, les formateurs peuvent être des formatrices, etc., etc. Des formatrices. Oui, voilà. Et donc, l'autre chose, c'est les rôles modèles. Vous en avez parlé, l'écosystème Femmes numérique et d'autres écosystèmes travaillent à mettre en avant des parcours de femmes qui ont réussi dans le numérique. Mais moi, je mets un petit bémol, c'est-à-dire que si on va vers des femmes extraordinaires, la marche nous paraît énorme quand on est une jeune fille. Donc, il faut aller vers des rôles modèles qui peuvent nous ressembler, où concrètement, les jeunes femmes disent « j'ai fait telle carrière, j'étais prof d'anglais », parce qu'on a ces exemples à l'école. J'étais prof d'anglais et puis j'ai toujours aimé travailler sur les informatiques. Je voulais créer une application et je me suis dit pourquoi pas me former. Je suis allée à l'école 42, je me suis formée et maintenant j'ai une application qui fait je ne sais quoi. Donc voilà. J'étais avec vous ce matin. On avait 5 super héroïnes qui ont changé de vie et qui avaient toutes des parcours, des vies professionnelles avant et qui étaient passionnées par l'informatique, en tout cas qui s'y sont intéressés et qui sont venus nous partager justement. On était dans la réalité, on n'était pas avec les top managers, on était avec des gens qui viennent de changer de vie il y a 1 an, 2 ans et qui sont encore en train de découvrir leur nouveau métier et l'horizon que ça leur permet de regarder. Je voudrais vous faire réagir, Viviane, parce que quand on a préparé cette journée ensemble, vous m'avez dit c'est formidable, il y a énormément de choses. Et moi, ce qui me frappe, c'est que malgré tout ce qu'on se dit, malgré tous les efforts qui sont déployés, et on en parle ensemble depuis tout à l'heure, on n'arrive toujours qu'à ces fameux 27% de femmes dans cette filière. Alors qu'il y a aujourd'hui des tas d'associations qui œuvrent pour que ces chiffres changent et pour qu'on augmente justement la part de femmes. Qu'est-ce qui se passe? On va toutes trop dans le même sens? On n'a pas chacune dans son couloir? Justement, si vous voulez, tout à l'heure, j'ai évoqué un peu le positionnement particulier de Femmes numérique. Je dirais, force est de constater qu'aujourd'hui, il y a une mobilisation, je dirais, extrêmement riche d'acteurs, d'actrices pour justement essayer de contrer ce phénomène où on manque cruellement de femmes dans ces métiers du numérique. Le positionnement, en tout cas, que souhaite adopter Femmes numérique, c'est justement celui de fédérer le collectif, puisque on voit bien que les actions qui sont engagées, on a tous à gagner, je dirais, à agir de compère, ensemble, de manière plus unie, afin d'avoir plus d'impact, d'être en capacité d'amplifier nos actions et de pouvoir les déployer beaucoup plus largement sur l'ensemble du territoire.
Et aujourd'hui, de manière très concrète, Femmes Numérique incarne, je dirais, ce rôle de fédérateur au travers, d'une part, son collectif d'entreprises, en lançant différents appels à projets, en s'attachant à, je dirais, à développer toute une synergie aussi entre les entreprises de manière à partager des bonnes pratiques, à nourrir des réflexions. Pour citer, par exemple, c'est une action que nous conduisons avec le CIGREF, avec le cercle Mixité, où nous réunissons des entreprises justement par rapport à la thématique de la place de la femme dans les métiers du numérique en entreprise. Nous avons aussi une démarche similaire avec tout le corps associatif, puisque nous accompagnons aussi les associations qui vont conduire des projets. Nous les accompagnons aussi dans le cadre du déploiement sur le territoire, de manière à pouvoir faire passer ces projets à l'échelle. Nous avons aussi, bien, je l'ai souligné, l'annuaire d'ailleurs dont nous sommes très fiers et que nous souhaitons absolument développer. Et puis, cette démarche, je dirais, fédératrice, je peux encore la souligner dans le cadre de toute la synergie que nous attachons à mettre en place avec les acteurs de place, dans le cadre de nos événements, dans le cadre de nos communications. Et l'objectif, c'est de nous associer ensemble, que ce soit avec des institutions publiques, avec des acteurs de place, de manière à encore mettre plus en lumière toutes ces actions pour les femmes. Alors, vous parlez de s'associer. Justement, Samia, vous êtes, vous, aussi en première ligne, avec notamment la nouvelle feuille de route que vous a donnée le gouvernement, avec des projets de recrutement, je crois, et puis une offre encore plus structurée pour mieux répondre aux besoins émergents. Alors, c'est vrai qu'on a donné beaucoup de chiffres depuis ce matin, mais je voulais en partager un avec vous. Je crois qu'il y a 10 000 nouveaux apprenants qui doivent être formés d'ici la fin de cette année, la fin de l'année 2022. Corrigez-moi si je me trompe. Oui, tout à fait. Dans le cadre de cette nouvelle feuille de route, il y a 4 grands axes structurants qui ont été mis en avant. Et l'objectif de tous ces axes structurants, est d'arriver à former 10 000 nouveaux apprenants d'ici fin 2022, notamment grâce à un marché public lancé par Pôle emploi sur les formations numériques. La Grande École du Numérique, elle, avec son réseau de formation inclusive, a déjà formé 33 000 personnes à fin 2020. Donc, je vais avoir les chiffres de fin 2021, dans quelques semaines. Et donc, parmi ces 33 000 personnes, on a 25% de femmes. Et donc, il faut continuer. Et donc, comme on est sur un marché numérique inclusif, il y a une forte volonté d'arriver vers cette mixité, cette diversité des profils. Et par ailleurs, on a aussi lancé nous-mêmes un appel à projet qui permet de justement, l'une des thématiques, c'est de favoriser le recrutement des personnes qui sont nos publics cibles, notamment, vous l'avez compris, les femmes. Donc, effectivement, il y a des actions partout. Et c'est important de se le dire, et de se fixer des objectifs et de se dire, voilà, comment on va essayer de les atteindre. Mais c'est vrai qu'à un moment ou à un autre, on est un peu déçu quand on se rend compte qu'on n'arrive pas. On n'y arrive pas. Pourquoi on n'arrive pas à dépasser les 30? Pourquoi on est toujours 30 ou peut-être moins? Et qu'est-ce qu'on pourrait faire mieux pour y arriver? Alors, il y a plusieurs leviers sur lesquels on peut agir. Lancer des formations numériques inclusives qui vont inciter à aller chercher ce public-là avec une incentive quelque part. On dit aux organismes de formation, vous devez, par exemple, nous, on doit avoir 10 personnes de nos publics cibles pour chaque formation labellisée. Donc, il faut que dans chaque formation qui se lance, il y a une moyenne de 25 personnes, il y ait 10 personnes qui sont, bien entendu, des femmes, des personnes résidant en QPV et des personnes peu pas qualifiées. Donc, c'est quand même une incentive très importante d'aller leur dire, d'aller chercher ce public-là. Alors, on pourrait aller plus loin. C'est instaurer éventuellement des quotas. En France, on ne l'a pas fait, on ne le fait pas pour l'instant. On a instauré effectivement des quotas, par exemple, pour les femmes dans les conseils, dans les boards, dans les conseils d'administration. On a vu que ça a fait de l'effet. Pour l'instant, ça viendra peut-être, Samia. Ça viendra peut-être. Voilà. Et donc, moi, je suis plutôt pour, parce ça a été montré dans d'autres pays, notamment, par exemple, en Norvège, dans une université, ou aux États-Unis, qui ont instauré des quotas il y a plus de 10 ans de femmes dans les filières informatiques. Et une fois qu'ils ont atteint leurs objectifs, ça arrive à plus de 40% de femmes dans ces filières-là, et ils ont enlevé ces quotas-là. Donc, les quotas, c'est un très bon outil pour atteindre des objectifs. Une fois qu'on s'est donné les moyens, qu'on a bien sensibilisé l'écosystème,
et qu'on l'aide et que ce n'est pas des quotas, on va dire, qui sont dans une logique de ne pas aider ou au contraire de punir les formations ou de leur enlever quelque chose si elles n'atteignent pas ces chiffres-là. C'est plutôt d'être dans une démarche où on se fixe cet objectif de 30% et on met en place les éléments nécessaires. Et justement, parmi les choses qui ont été bien marché dans cette université de Norvège, c'est qu'ils ont recruté des assistantes de recherche, enfin c'est des femmes, donc des femmes professeurs. Ils ont revu leur parcours. Parce qu'ils avaient, quand vous rentrez dans un amphithéâtre où il y a 90% de jeunes garçons et vous êtes 10% de femmes, effectivement, vous n'allez pas vous sentir peut-être très à l'aise. Ils ont revu la manière aussi pédagogiquement d'accueillir ces femmes dans ces formations, ces filières. Et je pense que ça aussi, c'est très, très important. C'est qu'il faut recruter les femmes pour qu'elles se forment au métier numérique. Il faut les garder une fois qu'elles sont dans nos formations, parce que si elles sont dans des formations qui ne sont pas attentives à leur proposer un cadre woman-friendly pour qu'elles puissent continuer leur apprentissage, on risque de les perdre. Donc là, il y a effectivement des éléments qui sont très factuels sur lesquels on peut agir pour dépasser cette barre de 30%. Enfin, pour nous, la Grande École du numérique, de l'atteindre et la dépasser. Et on y œuvre. Merci beaucoup. Je crois qu'on est déjà arrivé à la pause. Donc, je sais que vous aviez encore plein de choses à partager, mais je vous invite évidemment à répondre peut-être aux questions qui sont posées. Je vois que plusieurs questions sont sur la formation qui est diplômante. Voilà, il y avait aussi une volonté de connaître exactement le lien pour avoir accès à l'annuaire. Donc, j'ai vu que vous aviez répondu, Viviane. Donc, il y a énormément de choses qui sont à notre disposition pour nous accompagner, parce que c'est vraiment l'idée, nous accompagner vers ces métiers du numérique qui sont vraiment l'avenir pour toute une génération, celles qui arrivent, mais aussi celles qui sont déjà en poste aujourd'hui. Merci à toutes les deux d'avoir été avec nous. Pour ce forum du numérique, ce forum organisé par Social Builder. On va faire une petite pause si vous le voulez bien, et puis on va se retrouver dans un petit quart d'heure, une petite dizaine de minutes même, pour parler justement des formations qui sont organisées par Social Builder. À tout à l'heure. Merci beaucoup. Au revoir. Merci, au revoir.